Donc on va faire un bilan avec vous quatre sur le plan Borloo et j'aimerais bien qu'on aille à l'essentiel, évidemment. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui parlent aussi un petit peu d'avenir. Mais on va commencer avec vous, Bruno. On a parlé du cabinet Wyman depuis tout à l'heure. C'est pas un truc simple que je vais vous demander parce que d'habitude, vous avez du temps pour expliquer avec des slides et des chiffres, tout ça. Et je vais vous demander d'être court et d'aller à l'essentiel. Mais vous savez le faire, on m'a dit. Et si on devait résumer ce secteur, d'abord, de quoi parle-t-on? Parce que moi, je trouve que c'est un contributeur majeur à la création d'emplois en France. On vient de le dire plein de fois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, absolument, bien sûr. Effectivement, ce qui est sans doute compliqué, c'est bien d'expliquer le secteur. Parce qu'il y a les chiffres qu'on connaît, d'ailleurs, qui ont été cités. 15% de la population française qui utilise les services à la personne. C'est le 7e employeur en France. Mais il y a plein de choses qu'on oublie de dire. Et j'étais très heureux d'entendre Jean-Louis Borloo dire que dans les 1,3 million d'intervenants, c'est 90% de femmes. C'est 20% qui ne sont pas nés en France. C'est 50% qui ont plus de 50 ans. C'est des intervenants qui sont partout sur le territoire. Oui, c'est 70% des départements ruraux. Hein. 70%, c'est dans le top 5 des employeurs dans les populations rurales et encore plus dans les populations rurales que dans les populations urbaines. C'est un lien et un maillage hyper intéressant pour n'importe qui. Exactement. Et ça concerne tous les départements. On a fait l'analyse avec Maxime sur la dernière étude. Ce n'est pas du confort. Ça répond à des besoins essentiels. Plus 1% de la dépendance, plus 2% des foyers monoparentels et de l'emploi des femmes. On sait que la France est assez en avance sur l'emploi des femmes. Donc, c'est vraiment une aide au quotidien. Et puis, le dernier point, c'est tout le monde l'utilise. On a aussi regardé... On dit tout le monde, c'est toutes les couches sociales. Toutes les couches sociales des CSP- à plus, c'est à peu près 10% des revenus des foyers. C'est assez régulier. Et grâce au crédit d'emploi immédiat, d'ailleurs, ça nous a permis de réduire sur les tranches les plus populaires qui sont capables d'utiliser le... Néanmoins, Bruno, c'est aussi un marché qui est fragile. Pourquoi? Alors, il y a deux raisons. Un, c'est là où on voit que l'État n'est pas volé, c'est un marché où la rentabilité est faible. Et là, je parle des entreprises du secteur. C'est 1,5% de résultat net en moyenne. C'est 2 fois moins que l'hébergement ou la restauration, qui non plus ne gagnent pas des fortunes. Et puis, c'est surtout, et on l'a déjà cité, hein, c'est un marché qui est une filière qui est fragile parce que, en raison de l'instabilité fiscale. Et ça, on a depuis maintenant plus de 10 ans qu'on suit le secteur et qu'on essaie d'expliquer comment finalement il fonctionne. C'est de stabilité. C'est un secteur qui a besoin de stabilité. Et puis vous avez une concurrence déloyale, parce que le travail illégal, c'est une concurrence déloyale. Exactement, parce qu'il est en connexion directe avec le travail non déclaré. Donc à chaque fois qu'il y a une démarche qui vient réduire finalement les aides, c'est un transfert direct vers l'emploi non déclaré. Et Bruno, pourtant je vous sens optimiste, toutes et tous, et vous me dites c'est normal. On doit avoir en tête que c'est avec un potentiel important et un rôle important qui arrive là, dans les années qui arrivent, encore vrai. On a encore ce potentiel pour développer encore ce secteur. Il y a encore des choses à faire. Absolument. À chaque fois qu'on professionnalise une filière, finalement, on crée de la demande, on casse les barrières qui existent. Alors France Stratégie a fait cette analyse, on a regardé aussi les benchmarks européens. Et on arrive, alors c'est toujours difficile à dire, mais entre 300 000 et 500 000 emplois qu'on pourrait aller chercher en plein potentiel. Ça ne parle pas ça aux gens qui sont aux manettes quand vous leur dites ça? Voilà, la question c'est comment on y va. Alors le tournant du crédit d'impôt instantané, on en a parlé tout à l'heure, c'est un tournant majeur, on le voit, ça, les chiffres parlent? Alors, voilà, parmi les solutions, pour nous, ça nous semble être un levier majeur. Alors comment ça marche? C'est intéressant de le voir parce que c'est là où on voit que l'analyse simplement des coûts n'est pas suffisante. Il faut vraiment faire un peu de microéconomie. On allait chercher un peu déjà pour voir si ça marchait du temps où on essaie de pousser la démarche. La Belgique, la Suède l'avaient mis en place et à chaque fois, le fait de pouvoir finalement ne payer que le net générait de la demande immédiate. Et pour la Suède et la Belgique, c'était environ plus 30%. Mais plus près de nous, vous allez à la caisse de votre supermarché,
entre une promotion où vous vous faites rembourser après, une promotion remboursée immédiatement à la caisse, ben c'est plus 40%. Et ça, on l'a calculé avec nos chers clients de la grande distribution. Donc, on voyait bien que d'un point de vue mécanique et microéconomique, il y avait un sens à tout ça, ce qui permettait de libérer tout simplement du cash pour les foyers. Et donc, on pense que, typiquement, depuis la mise en place, on voit déjà des effets très positifs, mais que le plein potentiel, on l'a estimé entre 250 et 400 000 emplois, donc à peu près le même ordre de grandeur que ce qu'a fait Jean-Louis Borloo avec 360 000 emplois qui avaient été créés à l'époque. Avec un cadre que vous mettez, parce que je vois bien l'astérisque à chaque fois, en disant attention, par contre, il faudra évidemment que tout ça, c'est sous la supposition que le cadre réglementaire soit stable et qu'il n'y ait pas des réformes qui arrivent. Sinon, on l'a vu par le passé, ça fait des appels d'air et des grandes épées de Damoclès qui s'abattent sur les chefs d'entreprise. Comme n'importe quel secteur d'activité, comme n'importe quelle filière, malheureusement, les industries, les entreprises ont besoin de visibilité pour pouvoir investir, pour pouvoir développer leur activité. Et on a eu déjà ce cas-là. On l'a eu dans les années 2011-2015. Et il y a eu un certain nombre de réformes plutôt négatives par rapport au secteur. Et à l'époque, on avait prédit une baisse de l'activité et transfert vers le travail non déclaré qui s'est avéré. Et nos estimations n'étaient pas si fausses que ça. Et effectivement, il y a eu 140 000 emplois qui ont été retransférés, qu'on a récupérés depuis, mais qu'on avait, entre guillemets, perdus avec le retour sur investissement en moins pour les pouvoirs publics. Alors Bruno, vous vous souvenez de l'émission C'est pas sorcier? Vous vous souvenez, hein, c'est populaire, tout le monde connaît ça. Je vais vous demander de vous transformer en Jamy, hein, sans la barbe, et de me traduire un acronyme qui pour vous est quotidien, mais que les Français qui nous regardent peut-être par l'intermédiaire des réseaux sociaux ne connaissent pas, le ROI. Rappelez-nous ce que c'est que le ROI? Return on Investment, retour sur investissement. En français? Retour sur investissement, c'est tout simplement les pouvoirs publics donnent de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont en retour, comment ils le récupèrent. Donc j'investis 1 euro finalement dans ce secteur-là, dans les services à la personne, qu'est-ce que je récupère? Alors, j'ai pas échappé à 2 slides, hein, j'ai fait au maximum, hein, mais Bruno et ses slides, c'est comme si vous lui arrachiez un bras, hein, donc je peux pas, j'ai trop d'estime pour ce garçon. Là, en résumé, ça veut dire quoi? Ça, en résumé, on a essayé, alors en triangulant pas mal d'études publiques, hein, qui sont toutes disponibles dans nos études, c'est essayer de comprendre la dynamique du travail déclaré, du travail au noir, superposée aux différentes grandes démarches. Donc on voit la période, excusez-moi, dite Borloo, avec la création d'emplois, mais surtout la réduction du travail non déclaré qui est passée de 40 à 30%. On estime qu'à 30%, on est parmi les meilleurs benchmarks européens du travail non déclaré, parce qu'on n'est pas le seul pays à employer, bien sûr, des services à la personne. Ensuite, il y a eu une période d'instabilité que je décrivais tout à l'heure, hein, qu'on avait prédit. En gros, hein, vous réduisez de 10% les cotisations ou les subventions à ce secteur, vous augmentez de 10% le travail non déclaré. Voilà, il y a une élasticité de 1. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc, il y a une période de stabilité. Et aujourd'hui, grâce au crédit d'impôt immédiat, on voit que ça repart et qu'il y a une démarche, comme quoi, dynamique positive. C'est la bonne recette. Et celle-là? Et celle-là, alors celle-là aussi, c'est ce que Maxime citait, c'est vraiment le retour sur investissement, c'est-à-dire j'investis 1 euro. Qu'est-ce que les pouvoirs publics ont? Donc en direct, donc ça c'est la somme des cotisations sociales, les taxes, l'évitement du chômage, les taxes sur les salaires pour les associations. Et donc vous versez 1 euro et ils ont combien? Donc ils ont, si vous, pour les entreprises, si jamais on met 1 euro pour les entreprises, les pouvoirs publics récupèrent en direct, donc ça c'est vraiment sonnant et trébuchant, un peu plus d'1 euro. Donc le bilan est positif, un peu moins pour les associations, etc. Et le vert clair, c'est l'indirect, c'est-à-dire on est dans une situation qui n'est pas parfaite. On manque de crèches, on manque d'EHPAD, on le sait tous, et l'investissement est très important. Donc le fait de transférer, par exemple, de la dépendance dans les services à la personne, ce sont des coûts évités pour la nation française. Et donc ces coûts évités, on les a aussi estimés, et ce qui fait que là, pour le coup, le retour sur investissement est extrêmement positif en moyenne.
Bon, en tout cas, c'est graphique, merci de nous avoir transmis. On peut les retrouver évidemment puisque votre étude est complète et la Fédération des services à la personne l'a évidemment à la disposition de chacun d'entre eux pour tous les ans la renouveler et voir si on est dans la bonne direction, c'est ça? On est d'accord? Ouais, c'est ça. Alors, les ans, merci, merci, cher Bruno. non, ma question c'est est-ce que c'est tous les ans ou pas? Oui, non, pas tous les ans. D'accord. Tous les 2 ans. D'accord. En tout cas, peut-être c'est pas utile de le faire tous les ans. Il faut Maxime, faire puisque vous avez des baromètres. Puisque- Il faut faire un baromètre pour suivre de manière systématique. Après, l'étude aussi complète que celle que fait Bruno, il faut peut-être tous les 2 ans, oui. Mais un baromètre trimestriel de vision de l'emploi, de création d'emplois est important. En tout cas, merci d'avoir initié ça il y a quelques années et de le continuer. Alain Monteux, qui est à vos côtés, on va lui transmettre le micro, puisqu'Alain Monteux est président de Tunstall France, Vitaris Tunstall Benelux. Autant dire que vous avez un pied chez nos amis belges aussi? Oui, effectivement. Non, mais vous l'assumez bien. Hein. Oui. Bon, vous êtes un exemple concret. Évidemment, vous êtes à la Fédération des services à la personne, il va sans dire. Un petit mot sur l'entreprise Tunstall. Vous êtes plutôt dans la tech, qu'on peut dire, sans être galvaudé. On est sur le maintien à domicile, donc sur des dispositifs connectés à domicile qui vous permettent de rester chez vous en sécurité et en sérénité le plus longtemps possible. Donc c'est du logiciel, c'est du hardware, c'est quoi? C'est du hardware, du logiciel et beaucoup D'accord. d'humains. C'est des exemples concrets réussis de l'intelligence artificielle dans les services à la personne. J'en parlais tout à l'heure avec Madame la Ministre, que vous l'utilisez déjà. Votre secteur, c'est pas un petit secteur. Hein. Vous êtes déjà dedans depuis longtemps. Alors oui, dans mon secteur, on l'utilise déjà, principalement sur des aspects prévention, donc d'analyse, de mettre des capteurs au domicile qui vont être capables d'analyser un certain nombre de données. Avec ces données, on va être capable de faire de la prédiction de chute. Non pas vous dire, par exemple, quand vous allez chuter, mais augmenter dire que votre probabilité de chute a augmenté, dire qu'il y a une cassure dans votre comportement. Et l'idée, c'est de mettre en place, tous ensemble, des mesures de protection avant qu'il vous arrive quelque chose de grave. Ça, c'est un exemple très concret que notamment dans le secteur de la téléassistance, on utilise. Mais dans nos secteurs, on utilise il y a bien d'autres exemples. Quand vous allez au domicile, c'est facilitation du compte-rendu, facilitation de la saisie pour avoir plus de temps humain à consacrer à la personne avec qui vous êtes. C'est de l'optimisation des tournées. Là aussi, pour optimiser les tournées, optimiser les remplacements, optimiser les visites de dernière minute non prévues, les remplacements, et avoir plus de temps à domicile, encore une fois, pour avoir plus d'humains à domicile. Donc on voit que là, on peut avoir des systèmes d'intelligence artificielle, de technologie qui vous permettent, au final, de donner plus d'humains. Puisque vous connaissez bien le sujet, s'il y avait 2 conseils, 2 idées que vous auriez envie de transmettre à ceux qui sont là, qui nous regardent, qui veulent démarrer dans l'IA et qui ne savent pas par où commencer. Allez, 2 rapides. J'ai fait pas mal d'interviews sur le sujet avec la FESP récemment. Je dirais le premier concept, c'est de démarrer. Démarrer avec ce que vous voulez, mais démarrer. Démarrer sur quelque chose à fort impact et à petit risque pour apprendre en marchant. Je pense que c'est important. Et deuxièmement, essayer d'utiliser toutes les forces vives de votre entreprise pour ce faire. Vous disiez que vous étiez geek tout à l'heure. Dans chaque entreprise, il y en a qui sont plus ou moins geeks. Utilisez-le et surtout, faites en sorte d'utiliser l'IA en lien avec vos valeurs et avec les valeurs de votre entreprise. Bon, il y a des craintes quand même, hein. Il y a des points de vigilance à avoir, parce qu'on voit bien quand un secteur comme ça, et à la vitesse où ça part, rentre dans nos vies, il faut toujours avoir quand même un peu de vigilance, on est d'accord? Oui, alors il y a plusieurs points de vigilance. Celui qui revient très souvent, c'est on va utiliser la technologie, il y a moins d'humains, et on va remplacer, si je caricature, les hommes, les femmes par des robots. Alors ce qu'on voit dans tous les exemples que je vous cite et dans tous les exemples que je vois, c'est au contraire l'inverse, c'est se donner du temps pour avoir plus d'échanges, pour passer plus de temps avec la personne qu'on a le plus besoin. Si je vous comprends bien, l'humain gagne en valeur ajoutée sur des sujets où lui seul est plus intelligent que la machine. Hein. C'est exactement ça. Bon. Après, le risque existe, mais chacun fera bien de l'IA ce qu'il en veut.
Et nous, ici, c'est l'humain. Bon, et vous êtes à la commission innovation à la FESPA. Il y a une Exactement. commission innovation, donc ça réfléchit dur à la Fédération Service à la Personne. On avance. Vous êtes sur quoi en ce moment? Eh ben, on a fait un certain nombre d'auditions pour faire un livre blanc sur tous les exemples et les bonnes pratiques de l'IA et sur comment avancer. Et là, on réfléchit à continuer ces auditions, à produire un certain nombre de documents qui peuvent vous aider, comme une charte éthique. Encore une fois, c'est important d'utiliser l'IA dans un cadre clair et avec les bonnes valeurs, et peut-être aussi faire une liste de partenaires qui peuvent vous accompagner et vous aider, comme par exemple la BPI aujourd'hui qui propose des audits gratuits. Bon, bah écoutez, en tout cas, si on a besoin d'en savoir un peu plus, et quand on est à la fédération, on sollicite la commission innovation, n'est-ce pas? Exactement. Merci Alain. Avant d'accueillir notre ami Maxime Ayache pour maintenant avec la casquette vraiment chef d'entreprise, bah tiens, puisque vous êtes chef d'entreprise, je vais vous faire entendre quelqu'un de chez vous, quelqu'un qui travaille pour l'une de vos entreprises. Ça va faire écho avec vous qui faites travailler des personnes. On va appeler ça la voix du client quelque part. Hein. C'est ceux qui font appel à vous et qui travaillent grâce à vous. Alors, elle s'appelle Chary, C-H-A-R-Y, et elle témoigne, elle, du bien fondé du plan Borloo. Écoutez. Je m'appelle Chary, je suis chez Shiva depuis 2009 et je suis partie des 9 personnes qui ont fait la publicité Shiva. C'est évident parce que je cotise pour ma retraite. Donc pour moi, c'est tout à fait normal, quoi. On ne va pas durer toute la vie jeune, il faut penser après. Mes clients me disent je préfère déclarer complètement. Oui, c'est normal parce que de toute façon, il va être remboursé la moitié. Donc c'est intéressant pour eux, et pour moi aussi, évidemment. En fait, mon mari, c'est gardien à la paix. Donc, évidemment, c'est hors de question de travailler au black. Déjà parce qu'en fait, je cotise pour ma retraite, c'est le plus important. Je dois avoir un certain d'heures travaillées. Mais pour exemple, moi, je dois avoir 37 ans, donc je vais travailler jusqu'à quel âge? Autant déclarer dès maintenant, depuis que je commence à travailler. Quand je suis rentrée chez Shiva, je cherchais en fait pouvoir jouer avec le temps, avec mes horaires, parce que j'ai des enfants. Je n'avais pas besoin de chercher mes clients, c'était Shiva qui s'en occupait. Donc pour moi c'était génial. Et si jamais je ne m'entendais pas avec un client, Shiva me cherchait un autre client. Les heures que je voulais, les horaires, c'est le plus important, les jours que je voulais, donc pour moi c'était nickel. Et maintenant ça fait presque 14 ans que je suis là. Je m'entends bien avec tous mes clients. Mais c'est vrai qu'il y a certains clients qui s'entendent mieux que des autres, mais sinon, franchement, je n'ai jamais eu de clients désagréables. Et en plus, ils ont confiance parce qu'on vient de chez Shiva, donc c'est encore mieux. Voilà pour Chary qu'on peut applaudir parce que c'est bien... Encore une femme, Jean-Louis, hein. Encore une femme. Hein. On revient toujours au début. Maxime, en tant que patron, vous en avez beaucoup des collaborateurs et des collaboratrices comme ça, je crois, plus de 40 000, si ma mémoire est bonne, c'est ça? Environ, oui. Ouais. Et donc c'est une vraie success story, comme il y en a beaucoup à la Fédération du service à la personne. Et vous avez eu cette vision dès le départ que ce secteur allait ouvrir sur plein de pans différents. Hein. C'est pour ça que vous avez plusieurs entreprises, comme certains dans la salle. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné, ce plan Borloo, puisqu'on est dans le bilan? Qu'est-ce qui a fait que c'était l'idée qu'il fallait mettre en place et qui a fait que ça a bien basculé auprès de la population française? Ok, c'est une question. Oui, j'ai bien une question simple. Merci. Après, chacun, on a un même cadre. Après, on a chacun nos convictions entrepreneuriales. Nous, les convictions entrepreneuriales que nous avions sont les suivantes. Je vais vous les énoncer. La première, c'est nous avons une conviction très très forte au niveau du groupe Demia sur un mode d'exploitation qui s'appelle le mode mandataire, qui nous permet d'avoir une organisation extrêmement flexible, extrêmement souple, et qui permet de mécaniser. Bon, voilà, donc c'est la première conviction que nous avons.
La deuxième conviction que nous avons, c'est que nous avons des métiers que nous pensons être des métiers de très grande proximité. Donc on a travaillé pour nous implanter au plus près des territoires, au plus près de nos clients, au plus près de nos familles. Donc en fait, on n'a jamais été intéressé par des modèles de plateforme ou les modèles, si vous voulez, de distance à distance. Donc toujours être proche, être proche des gens. Le troisième élément qui est très important également, c'est que dans un environnement qui est celui d'un travail au noir, où finalement, et on se ramène à une vingtaine d'années, en fait, le consommateur, il n'a pas de repère, il connaît rien. Donc, on a, nous, de notre côté, beaucoup travaillé. On l'a dit sur la partie tech. Mandataire, c'est de la tech, hein. Mais également beaucoup travaillé sur la qualité des images, la qualité des marques. Donc, on a investi énormément sur la marque, de façon à donner au consommateur un repère. Donc lorsqu'on pense éducation, on doit penser Academia. Lorsqu'on pense entretien de la maison, on doit penser Shiva. Donc ça, c'est une volonté très forte en termes, d'entrepreneuriat. Et puis on a un autre modèle également, qui est une autre conviction très forte, c'est d'être poussé vers la qualité. Enfin, c'est la qualité de service, qualité pour nos intervenants. Quand j'écoute cette jeune femme, ouais, ça me bouleverse, parce qu'elle est finalement, elle gagne bien sa vie, finalement elle est heureuse de travailler avec nous, et puis finalement le client avec lequel elle travaille, il est content parce qu'elle a des vraies prestations de service. Donc ce côté-là me semble très vertueux. Et je finirai finir sur ce dernier point. On a une conviction également très forte qui est portée, de dire il faut que les gens soient bien payés. Il faut que nos intervenants, on se bat pour que nos intervenants soient bien payés. On se bat pour que nos intervenants soient bien formés. Et après, il est paradoxalement plus facile de vendre un petit peu plus cher. Et c'est là qu'effectivement, tout le mécanisme qu'on a mis, crédit d'impôt instantané, finalement facilite les choses. Voilà les grandes convictions que nous avons développées à l'échelle d'une vie entrepreneuriale, c'est-à-dire depuis beaucoup d'années. Bon, c'est aussi beaucoup de réseaux, c'est aussi beaucoup de liens pour faire pression auprès des parties prenantes pour qu'elles respectent ce cadre-là. C'est pour ça que vous avez créé le CIPEM également ? Alors, oui, le CIPEM, la FESP, c'est la réputation, hein, c'est que la FESP, c'est la réputation institutionnelle, c'est la défense de nos intérêts et la valorisation de nos métiers. Et puis, on est dans des activités où le mode mandataire, vous savez, c'est la France, hein, c'est compliqué. Il y a une branche pour les prestataires, et puis il y a une branche pour l'emploi direct. Et bien nous, malheureusement, on rentre pas dans la branche. Je suis un peu technique, hein. On rentre pas dans la branche sociale, donc on peut pas avoir accès, on peut pas peser sur notre vie sociale. Donc vous le disiez, 40 000 personnes qui travaillent avec nous, je peux pas travailler pour ma formation, pas accès aux soins de formation. La santé au travail, on nous impose des cotisations pour des services qui n'existent pas. Accessoirement, 150 millions d'euros, dont la moitié est payée par l'État pendant plusieurs années. Accessoirement. Donc en fait, ça, maintenant, on dit, il faut qu'on ait la main sur notre vie sociale. Voilà le rôle des uns et des autres. Donc tout ça, c'est une même famille. Je le dis haut et fort devant tous mes amis de la FESP. CIPEM, c'est pas un concurrent de la FESP. CIPEM, c'est la famille de la FESP et on travaille ensemble. Il faut que les choses soient vraiment très claires. Et puis je dirais un mot également. Quand on parle de proximité, ça veut dire qu'on parle de local, c'est très local. Et donc ici, il faut des partenaires, il faut des partenaires entrepreneuriaux avec lesquels on va travailler au niveau très local. Merci à eux pour leur présence et leur soutien. Puisque vous parlez de merci et de remerciements, je voudrais vous remercier parce que vous et vos équipes ont beaucoup travaillé à nos côtés avec les équipes de la Fédération du service à la personne pour organiser cette journée, avec la venue de Jean-Louis, d'Olivier et d'autres personnalités. Donc on tenait à vous remercier également pour cette énergie et pour les équipes audiovisuelles aussi qui sont là pour nous aider. Donc merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là et merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. On est dans un projet qui est éminemment passionnant et impliquant. Merci. Bon, merci Maxime. Geoffroy Caillou, merci d'être avec nous. Micro pour vous maintenant. Avec vous, alors je vais peut-être me mettre de l'autre côté parce que sinon vous allez avoir un torticolis. Geoffroy, chef du service de l'économie de proximité à la DGE. On a eu le plaisir déjà d'échanger. Il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, c'était au siège du MEDEF. MEDEF qui est pour beaucoup, évidemment, on en parle souvent depuis le début de cet après-midi, dans la création et dans l'évolution de ce secteur des services à la personne. C'est quoi votre regard, le regard de l'administration sur ce secteur ? Alors, avant tout, merci pour l'invitation. Je tiens à préciser que moi, je fais partie des petits hommes bleus de Bercy, qui sont une... Merci. Vous avez l'aval de Jean-Louis. Ça fait très plaisir.
qui sont une peuplade assez distincte des fameux petits hommes gris dont on a beaucoup parlé Qu'est-ce qu'ils font, les Bleus? aujourd'hui. Les Bleus, ils croient au SAP. Ils croient au SAP. Non, tout le monde bosse, mais ils croient au SAP, vraiment. Et donc, le regard que l'administration peut porter, blague à part, sur le service à la personne, je pense que pour un décideur public, il est rare d'avoir des certitudes à 1 an. Et donc, un secteur qui offre une certitude à l'horizon 2050, c'est extrêmement rare. Et c'est le cas des services à la personne. Parce que la certitude qu'on peut avoir à l'horizon 2050, et l'INSEE vient à nouveau de faire une publication sur le sujet, c'est qu'on va en avoir beaucoup plus besoin encore qu'aujourd'hui. Alors pourquoi on les aide pas alors? Alors attendez, on les aide. Le chiffre, c'est 4 millions à peu près de ménages aujourd'hui, 5 millions, donc plus 25% à l'horizon 2050. Et ça, c'est une certitude d'airain. La ministre tout à l'heure a évoqué des secteurs qui sont soumis à de forts aléas, des concurrences internationales. Ça, on sait que ce sera en France, comme on l'a dit, ce sera dans les territoires. Ce sera surtout des emplois féminisés. Merci encore, mesdames. Désolé, vous n'êtes pas très représentées sur scène, à part la ministre cet après-midi. Mais voilà, ça, ce sont des certitudes. Et donc, ouais. Et pour un ministre, pouvoir s'appuyer sur des certitudes, ça a énormément de prix. Donc, par rapport à ça, votre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a déjà beaucoup de sujets qui ont été évoqués aujourd'hui. Peut-être pour revenir d'un mot sur l'avance immédiate, ce qu'on peut faire, c'est alors les débats annuels, et le ministre l'a très bien dit, il n'y a pas de surprise, ça revient à chaque PLF, donc ça aurait été surprenant qu'on n'en parle pas du crédit d'impôt cette année encore. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est, à mon avis, essayer de tordre le cou à certaines idées reçues qui sont tout simplement pas vérifiées par les faits, et aussi essayer d'analyser les données pour les faire parler. Et donc je renvoie, désolé pour cette petite page de publicité, mais à 2 études que la Direction générale des entreprises a réalisées, une en novembre 2023, une en novembre 2024, et dedans il y a plein de choses intéressantes. Je vais citer un seul exemple parce que ça se réfère à quelque chose qui a déjà été évoqué tout à l'heure par rapport au public qu'on embarque aujourd'hui dans les SAP. Je donnerai 2 exemples parce qu'il y a beaucoup de choses. Le premier, c'est, on dit, le coach sportif pour les riches. Un fait intéressant, entre 2021 et 2022, il y a 200 000 foyers qui ont été embarqués dans le crédit d'impôt, donc dans les services à la personne. Sur ces 200 000 foyers, il y en a la moitié qui se rapportait aux 5 premiers déciles de revenus. La moitié. Donc c'est un point intéressant. Et le deuxième point, par rapport on va dire, à l'impulsion que peut donner à la demande l'avance immédiate de crédit d'impôt, ce qu'évoquait tout à l'heure M. Depujol, eh bien, ce chiffre de 30%, cette ordre de grandeur qui était une intuition avant de lancer la réforme, aujourd'hui, on est capable de l'attester par les faits. Et donc, dans cette étude, on a étudié décile par décile l'effet différentiel entre un ménage qui n'a pas l'avance immédiate, un ménage qui en dispose, et il est à peu près de 30%, 25%, 30% en plus sur la demande. Donc ça a vraiment dynamisé ce secteur. Geoffroy, grâce à vous, on va faire une transition en 1 minute. Dans un instant, on va parler des enjeux. Là, on est encore sur le bilan, mais les enjeux, demain, l'avenir, les enjeux, c'est quoi? La simplicité, oui. L'optimisation des coûts, la modernisation? Voilà, c'est exactement ça. Non, l'enjeu, comme on l'a dit, il est, je pense, pour reboucler avec le propos de M. Borloo, il est avant tout humain, puisque c'est cette croissance exponentielle de la demande. Il va falloir mettre en face une offre. Alors déjà, nous, à la Direction générale des entreprises, on a une conviction qui est qu'il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire que parfois, on met en concurrence les modes d'intervention, etc. On a besoin de tout le monde. Et au passage, les entreprises, depuis 2005, elles ont progressé de manière très spectaculaire. Aujourd'hui, elles représentent 50% de l'offre prestataire, en partant de quasiment zéro. Et donc, cette dynamique, il faut l'entretenir. Deuxièmement, donc, c'est l'humain, ça veut dire la formation, ça veut dire aussi l'attractivité. Tout est lié. La pérennisation du modèle économique, ça permet de mieux rémunérer, ça permet d'être attractif, ça permet d'être sûr qu'on va mettre en face de ces besoins exponentiels les 200, 300 000 emplois dont on a besoin en France. Et c'est évidemment, le panel était bien constitué, l'innovation, parce que l'innovation elle-même, on a parlé d'IA, un planning bien organisé, c'est du temps en plus, des auxiliaires auprès des bénéficiaires, plus de temps humain, plus de temps dans le contact, au lieu d'être en permanence dans la voiture. Et voilà.